Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre édition de la mi-journée à la une de ce samedi midi. Après des semaines de rumeurs, Kate Middleton a pris la parole. Elle a annoncé être atteinte d'un cancer. L'Angleterre est sous le choc. Le quotidien La Provence a voté la grève illimitée de la rédaction. Les journalistes dénoncent l'interventionnisme du propriétaire Rodolphe Saadé qui vient de racheter BFM et RMC. La Russie est sous le choc ce samedi au lendemain de l'attentat qui a fait au moins 115 morts dans une salle de concert près de Moscou. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Et puis dans la capitale, à Paris, de nuit comme de jour, des toxicomanes accros au crack errent dans les rues du nord de la capitale. Les habitants les surnomment les morts vivants. Kate Middleton a donc annoncé hier d'être atteinte d'un cancer. Samedi, les Londoniens rencontrés sont unis dans l'émotion et le soutien. Je suis très touché, annonce une femme, tandis qu'une autre juge une situation vraiment bouleversante, notamment en raison du jeune âge de la princesse de Galles, 42 ans. Elle qui avait totalement disparu de la vie publique depuis une opération de chirurgie abdominale au mois de janvier dernier est finalement sortie de sa réserve dans une vidéo diffusée simultanément à la télévision et sur les réseaux sociaux. L'opération s'est déroulée avec succès. Toutefois, les examens effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer, déclare-t-elle, expliquant au premier stade d'une chimiothérapie préventive. Alexis Boulet. Pas seul. Ainsi réagit le premier journal du pays à l'annonce du cancer de la princesse de Galles. À l'image de nombreux Londoniens ce matin, unis dans l'émotion et le soutien. Je suis très touchée. J'ai moi-même eu un cancer à 35 ans. C'est une période difficile pour tout le monde. C'est vraiment bouleversant. Elle est si jeune. J'espère qu'elle va s'en remettre. Mais avec le roi atteint d'un cancer lui aussi, c'est un vrai choc, n'est-ce pas? C'est tellement triste. On entend ça dans notre propre famille et on s'imagine que ça ne fera pas les célébrités. Mais si. Kate, qui avait totalement disparu de la vie publique depuis une opération de chirurgie abdominale en janvier, est sortie de sa réserve hier soir, dans une vidéo diffusée simultanément à la télévision et sur les réseaux sociaux. L'opération s'est déroulée avec succès. Toutefois, les examens effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis aujourd'hui au premier stade de ce traitement. Cela a bien sûr été un énorme choc et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour gérer cette situation en privé, dans l'intérêt de notre jeune famille. Visiblement émue, la princesse de Galles a tenu à faire de cette tribune un message universel. À tous ceux qui sont confrontés à cette maladie, sous quelque forme que ce soit, ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous n'êtes pas seul. Une initiative saluée par les soignants. Elle est un modèle. Et c'est formidable qu'elle ait fait cette vidéo parce qu'elle dit aux autres malades du cancer, vous pouvez vous en sortir. Cette annonce intervient après des semaines de spéculation sur l'absence de Kate. Des employés de la clinique où elle avait été hospitalisée sont même soupçonnés d'avoir tenté d'accéder à son dossier médical illégalement. Je pense qu'elle a été mise sous pression. J'espère vraiment qu'elle est à l'aise avec la façon dont la nouvelle a été rendue publique. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle l'a rendu public. C'est quelque chose de très intime. La princesse de Galles a 42 ans. Au Royaume-Uni, seul un cancer sur 10 concerne les moins de 50 ans. Pas de journal La Provence en kiosque ce samedi. Une grève illimitée a été déclenchée dans la rédaction du quotidien régional. Les quotidiens protestent notamment de la mise à pied du directeur. Donc hier, en cause, une hausse publiée jeudi après la visite du chef de l'État Emmanuel Macron dans les quartiers nord de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. On pouvait y lire le titre « Il est parti et nous, on est toujours là », les propos d'un habitant de la cité de la Castellane, comme nous l'explique Thomas Sauman. Pas de journal La Provence en kiosque. Y a pas de programme, quoi. Sur le Vieux-Port, les Marseillais en sont perturbés ce matin. La cause de cette absence, une grève illimitée déclenchée dans la rédaction du quotidien régional. Les journalistes protestent contre la mise à pied du directeur de la rédaction. Intervenu hier, suite à cette une publiée jeudi après la visite d'Emmanuel Macron dans les quartiers nord.
On pouvait lire ce titre, « Il est parti, et nous, on est toujours là ». Propos d'un habitant de la cité de la Castellane, que certains lecteurs ont interprétés comme ceux d'un trafiquant de drogue qui aurait été relayé avec complaisance. Sur le réseau social X, Christophe Madrol, un élu proche du président Renaissance de la région PACA, s'est dit choqué par cette une. Hier, le directeur de la publication, Gabriel Darcourt, s'est excusé dans les colonnes de son journal. Nous avons induit en erreur nos lecteurs, et la Provence leur présente ses plus profondes excuses. Des excuses qui ont fait bondir une large majorité de journalistes. Pour eux, il n'y a pas eu de faute, ils dénoncent une ingérence éditoriale et demandent la réintégration de leur directeur. On s'est senti désavoué, on désavoue le travail d'une rédaction entière. On fait quoi demain? On travaille comment? On travaille sous couvert, tout va être piloté par qui, par quoi? C'est pas possible. C'est le patron de la CMA-CGM, le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, qui a racheté la Provence à l'été 2022. Réputé proche d'Emmanuel Macron, il vient d'acquérir Altis Média, la maison mère de BFM TV. Les représentants syndicaux de BFM, RMC ou encore La Tribune se sont déclarés solidaires de leurs confrères marseillais en grève. Des manifestations sont annoncées lundi matin à Marseille et Paris. Je vous le disais dans les titres, c'est arrivé hier. Les terroristes ont mené une attaque près de Moscou en Russie dans la soirée de vendredi 22 mars hier. Les services de sécurité russes disent les avoir arrêtés ainsi que les 7 de leurs complices. Ils auraient été stoppés alors qu'ils faisaient route vers la frontière ukrainienne. Selon Moscou, ils entretenaient des liens avec le pays et tentaient d'y fuir. Les recherches pour retrouver des victimes se poursuivent dans la matinée. Elles pourront prendre encore plusieurs jours selon les autorités russes. Le reportage signé Alexis Mulsé. Voici les visages des terroristes qui ont mené l'attaque près de Moscou hier soir. Les services de sécurité russes disent les avoir arrêtés, ainsi que 7 de leurs complices. Sur cette photo, la voiture du commando, les terroristes auraient été stoppés alors qu'ils faisaient route vers la frontière ukrainienne. Selon Moscou, ils entretenaient des liens avec le pays et tentaient d'y fuir. Ce matin, de la fumée s'échappe encore du centre commercial où les recherches continuent pour retrouver des victimes. Elles prendront encore plusieurs jours selon les autorités russes. Peu après 20h hier, des hommes en tenue de camouflage font éruption dans le centre commercial et ouvrent le feu à bout portant. À l'intérieur, un concert s'apprête à commencer. Les spectateurs entendent un cri, puis des tirs. Ils sont pris au piège. Pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre et les secours se succèdent pour venir en aide aux blessés. Dans la soirée, l'État islamique revendique l'attaque dans un communiqué. Les combattants de l'État islamique ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens à la périphérie de la capitale russe, tuant et blessant des centaines de personnes et causant une grande destruction du lieu avant qu'ils ne se retirent dans leur base en toute sécurité. Vladimir Poutine ne s'est pas encore exprimé, mais il a fait savoir qu'il se tenait informé de la situation depuis les premières minutes de l'attaque et a souhaité un prompt rétablissement aux victimes. L'ambassade américaine en Russie avait averti il y a 2 semaines qu'une potentielle attaque se préparait à Moscou. Dans le nord de Paris, peu après minuit, à la vue de tous se trouvent des dizaines d'hommes et de femmes qui se montrent parfois violents, parfois hagards. Tous sont dépendants de la même substance, le crack, cette drogue dure. Il s'agit d'une des drogues les plus dures et les plus addictives et une dose suffirait pour entrer dans un cercle vicieux de dépendance. Dans le quartier de Villette, ce produit stupéfiant dont les effets durent de 2 à 3 minutes est vendu en plaquettes, aussi appelé cailloux. Au lieu d'aller acheter à manger, tu préféreras aller fumer du crack. Alors que tu perds la raison, tu te perds en fait, confie un consommateur. Reportage d'Élise Bonas. Nous sommes dans le nord de Paris. Peu après minuit. À la vue de tous, des dizaines d'hommes et de femmes, parfois violents, parfois hagards, tous dépendant de la même substance. C'est quoi que t'as dans la main? Crack. C'est du crack? Ouais. Tu viens de payer 80 €? Ouais. Aujourd'hui? Tous les jours. J'ai mal. Tu vas voler encore. T'en veux encore?
Le crack est l'une des drogues dures les plus addictives. Une dose suffirait à sombrer. Il est vendu ici, en plaquettes, aussi appelées cailloux. On aspire la fumée qui est là. C'est un flash qui monte, qui dure 2-3 minutes. 3 minutes, dont ce cuisinier de 21 ans ne peut plus se passer. Nous l'avons interrogé. Il est père de famille, a trouvé un logement, mais il continue à venir chercher sa dose, porte de la Villette. Tu as de l'argent, tu as 100 balles, 200 balles, mais au lieu d'aller acheter à manger, toi tu préféreras aller fumer du crack, alors que tu perds la raison, tu te perds en fait. De nuit, comme de jour, des toxicomanes errent dans ce quartier du nord de Paris, surnommé les morts vivants par les habitants. Oh, vas-y. Ils paralysent aussi l'activité des commerçants. Il y a 3 mois, ce restaurateur a dû placer son bistrot en liquidation judiciaire. Pour nous, ici, c'est compliqué de voir cette salle vide. Plus aucun client, obligé de licencier la moitié de son équipe. Il préfère mettre la clé sous la porte. De toute façon, on allait au crash, donc en décembre dernier, j'ai dit stop. Le restaurant n'est pas rentable, donc mois après mois, les dettes vont se creuser. Il perd 200 000 €, mais le coût le plus élevé pour lui est psychologique. Ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Je me suis démené pour arriver à mon rêve qui était d'ouvrir mon propre restaurant. J'y suis arrivé, c'était un grand bonheur. On a bien bossé, on était contents, on était heureux, et patatras quoi. Et patatras. Comment expliquer l'effondrement de ce quartier, symptomatique de la gestion du crack dans le nord-est de Paris? D'abord, les toxicomanes se sont regroupés dans les années 2000 porte de la Chapelle sur la colline du crack. Premier démantèlement de masse en 2019, ils seront déplacés à Rosa Parks, puis au Jardin des Halles, avant d'être emmenés au square de Forceval à la Villette en 2021. Une période que nous rappelle Stéphanie Benoît, à la tête d'un collectif de riverains en colère. C'est vraiment ici que se vendait la majorité du crack. On l'appelait le supermarché du crack, nous, ici. Il y a des enfants dans ce quartier et on essaie de protéger les enfants en général d'images violentes, mais on nous a amené la violence. Après ces plaintes, Forceval sera démantelé en octobre 2022. Mais depuis quelques mois, les toxicomanes sont de retour à la Villette. Si vraiment il y avait eu une efficacité quelconque, on n'aurait pas, nous, connu jusqu'à 1500 personnes sur le camp de Forceval, qui aujourd'hui, maintenant, sont dispersées et sont diffusées un peu partout. À cause du démantèlement du square de Forceval, les consommateurs de crack se sont éparpillés dans le nord-est de Paris, à quelques kilomètres du futur village olympique. Après 5 ans de combat contre cette drogue, le problème n'est pas résolu. Est-ce un constat d'échec pour le préfet de police de Paris ? Nous sommes au max de ce qu'on peut faire. Moi, je mobilise 200, 300 fonctionnaires de police, militaires de la gendarmerie par jour sur cette zone, sur ce secteur, pour disperser des consommateurs. J'interpelle des dealers. Tant qu'il y aura des consommateurs qui continueront à errer dans les rues du nord-est parisien, on va continuer à le faire. Dans 4 mois, le parc de la Villette accueillera une fan zone olympique de 700 000 personnes. Je vous emmène à présent au pied du massif de Maure dans le Var à Bornes-les-Mimosas. C'est un village en hauteur et en couleur où les maisons construites en pierre locale se sont accrochées les unes aux autres dès le Moyen-Âge. Il s'agit d'une cité fortifiée parsemée de milliers de fleurs. Le château de Bornes-les-Mimosas a été construite en 1251. Des ruelles très étroites sont les vestiges de cette époque. Elles servaient à empêcher les envahisseurs à conquérir la ville. Françoise Griffon nous offre un bol d'air dans le village de Bornes-les-Mimosas. Regardez. Au pied du massif des Morts, dans le Var, c'est un village en hauteur et en couleur, où les maisons construites en pierre locale se sont accrochées les unes aux autres dès le Moyen-Âge. Une cité fortifiée, parsemée de milliers de fleurs. Cette semaine, le 13h en week-end vous emmène à Bornes-les-Mimosas, un village avec vue sur mer et sur la plaine verdoyante. Au premier jour du printemps, les ruelles de Bornes sont quasi désertes.
Un calme apprécié par les Borméens, comme Fabienne Calvi, guide touristique. Elle nous conduit au château. Ce château a été construit en 1257. C'est un point stratégique pour mettre les Borméens à l'abri derrière les remparts. Vestige de cette époque, des ruelles très étroites pour empêcher les envahisseurs de conquérir la ville, et puis ces nombreux passages voûtés, construits sous les maisons. L'église, elle aussi, est célèbre. Ici, plusieurs présidents de la République ont assisté à des messes lors de leurs vacances d'été à Brégançon. Il y avait un monde pas possible parce que tout le monde voulait voir les présidents, leurs femmes. J'ai vu surtout M. Chirac. Voilà. Donc c'est vrai que c'était fabuleux de voir les personnes, on pouvait les approcher. De beaux souvenirs. C'est aussi la richesse d'Albert Bracco, que tout le monde ici appelle Bébert. Il connaît chaque belle plante du village. Il doit avoir à peu près 100 ans, au moins 80 ans. J'ai toujours connu. Et comme je suis jeune, vous n'avez qu'à voir. Bébert a 93 ans. Il a été le jardinier en chef de Bormes de 1964 à 1991. Un jour, le maire, qui était mon instituteur avant, il m'a dit « Bébert, tu veux fleurir un village ?» Ah, j'ai dit oui. Et ça a commencé comme ça. C'est Bébert qui a planté partout dans le village des centaines de plantes exotiques, des arbres aujourd'hui majestueux et même des hibiscus. Bormes est un des villages vraiment privilégiés parce que dans ce village, il ne gèle pratiquement pas. Depuis son départ à la retraite, des jardiniers ont repris le flambeau, comme Benoît Otenzio, qui a planté ce mimosa exotique, l'emblème du village. En 1968, le nom de mimosa est venu s'accoler au nom de Bormes, donc c'est devenu Bormes et Mimosa, en raison en fait de grand nombre de mimosas qui entouraient le village. Celui-ci est le dernier mimosa en fleurs à cette époque. Il dégage un parfum qu'un pâtissier a voulu sublimer. Voici les gâteaux au mimosa de Florian Oltra, pâtissier au lavandou. Il a accepté de nous partager les secrets de sa recette. Au début, on était parti pour faire ce gâteau uniquement pendant la saison du mimosa. Et vu le succès auquel on a été confronté, on a été obligé de l'adapter. Faute de fleurs fraîches, il s'est tourné vers une parfumeuse, dans cette petite fiole du mimosa local. On récupère du mimosa frais, qu'on extrait exactement comme du parfum. Et cet extrait, on en fait un parfum alimentaire. Donc c'est un produit 100% naturel qui nous permet d'aromatiser les gâteaux avec un vrai goût de mimosa. Il garnit des petites génoises moelleuses de sa crème au mimosa et dépose le tout sur un gâteau croustillant. Une touche de chocolat blanc réveillée par quelques gouttes de citron, les gâteaux sont prêts. Ont-ils le goût du mimosa? Nous sommes allés les faire goûter aux vacanciers. C'est très bon. Oui, c'est très bon. Très bon. C'est léger, mais on sent le mimosa quand même. Bravo le pâtissier. Une petite douceur en bord de mer, avant de retrouver les hauteurs. À Bormes-les-Mimosas, la saison va bientôt commencer. Voilà, c'est la fin de ce Grand News Midi. C'était l'essentiel de l'actualité de la mi-journée. Je vous souhaite un très bel après-midi. On se retrouve tout à l'heure à 20h pour de nouvelles informations. Merci, à tout à l'heure.